Jean Moulin, on croit le connaître, et puis finalement, peut-être qu'il y a d'autres choses à dire. Et moi, ce qui m'intéressait pour ce 80e anniversaire, dont on ne parlait pas, car quand nous avons décidé de faire une conférence, une expo, rien ne nous était annoncé par l'État. Il n'y a qu'au dernier moment qu'on a appris que le 8 mai, il y aurait un hommage à Jean Moulin. Et puis voilà. Alors le 8 mai, bon, pourquoi pas? Mais ce n'est pas une date qui parle à la résistance, ni au parcours de Jean Moulin. Et donc, je me suis dit que si Jean Moulin pouvait être connu, comme le général de Gaulle, par contre, les relations entre Jean Moulin et le général de Gaulle, soit on n'en parlait pas, ce qui est quand même incroyable, soit on en parlait, mais dans une sorte de doute, de complicité, pas complicité, de divergence, bref, autant la rencontre de Gaulle-Malraux est bien connue, autant elle s'est concrétisée d'ailleurs dans le temps de la 4e République et surtout d'en faire le premier ministre de la Culture. Par contre, sur Jean Moulin, vous chercherez, mais vous n'aurez pas grand-chose qui parle de Jean Moulin et du général de Gaulle. Et je me suis dit que peut-être c'était l'occasion de voir le parcours de ces deux hommes, par ailleurs, puisque, a priori, tout les oppose. Mais alors, vraiment, tout. En tout cas, pour ce qu'on s'en fait comme idée. Général de Gaulle est un homme du Nord. Il est né à Lille, rue Princesse, ça ne s'invente pas. Jean Moulin, lui, est né à Béziers. C'est un homme du Sud. Il y a l'homme Doyle et l'homme Doc. Quel paradoxe. Un méridional et par toutes les origines du général de Gaulle, tout le rattache au nord du pays. Puisque de la Flandre, avec ses ancêtres, même jusqu'en Irlande. Quant à Jean Moulin, lui, tout le ramène à la Méditerranée, mais surtout à la Provence. Il est un petit peu dans l'héritage de Pagnol, de cette illustration de la Provence que fait Pagnol. Et notamment, la famille a un fief en limite des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, qui s'appelle Saint-Andiol. Alors Saint-Andiol, c'est un tout petit village dans ce qu'on appelle les Alpilles. Et c'est là que Jean Moulin, en fait, aurait pu naître, comme son frère et sa sœur. Mais lui, voilà, il est né à Béziers parce que son père était élu sur Béziers, et donc la famille était installée à ce moment-là, au moment de sa naissance. Le général de Gaulle est né en 1890, Jean Moulin est né en 1899. Il y a donc une décennie d'écart, et qui a son importance, notamment par rapport à la guerre, la première. Le général de Gaulle a fait la Première Guerre mondiale, Jean Moulin ne l'a pas faite, mais il était mobilisé. Il aurait dû la faire si elle s'était prolongée. La chance a voulu qu'elle ne se prolongeât pas. Et donc, c'est là encore une différence. Le milieu familial. Le milieu familial du général de Gaulle, je pense, est assez bien connu. Son père est professeur. Son père a fait la guerre de 1870, ce qu'on oublie toujours dans les biographies. Et il a été enseignant avant de fonder lui-même un cours privé catholique. Et donc, le jeune Charles de Gaulle a été à bonne école avec son père, il le raconte dans ses mémoires, l'histoire, aller voir l'Arc de Triomphe, aller aux Invalides, on pétrit cette imprégnation de la France dont il parle dans ses mémoires. Jean Moulin, lui, il est né dans une famille où le père est lui aussi professeur de collège, public, laïque. Et à l'époque, ça veut dire quelque chose. Car on sort à peine du conflit entre l'Église catholique et la République laïque. Son père est donc enseignant, il enseigne aussi l'histoire, mais pas que l'histoire.
comme le général de Gaulle, ils sont assez polyvalents. Mais lui, il s'inscrit totalement dans la tradition républicaine jacobine de la Révolution française. C'est-à-dire qu'il est franc-maçon, qu'il est laïcard, et que lui, c'est un politique. Donc c'est un notable de la Troisième République, comme on pouvait les incarner à l'époque, avec l'accent qui va bien de ces radicaux socialistes, dont on disait parfois qu'ils avaient le cœur à gauche et le portefeuille à droite. Et donc Jean Moulin naît dans ce creuset familial, très républicain. La Révolution française est quelque chose d'important, et on pourrait dire, si on allait à première vue, que du côté du général de Gaulle, la République, c'est moins un attachement particulier, puisqu'on a toujours dit que le père du général de Gaulle se disait monarchiste de regret. Mais il n'avait jamais rejeté la République. Et c'est pour ça qu'il faut faire litière de ces balivernes qu'une certaine gauche, d'ailleurs, a voulu propager sous les débuts de la Ve République. Non, dans la famille de Gaulle, on n'est pas maurassien. On lit Maurras, bien sûr, parce qu'on est cultivé, mais on n'est pas maurassien. D'ailleurs, dans la famille de Gaulle, on est dreyfusard, comme dans la famille de Jean Moulin. Alors, la famille de Jean Moulin, c'est normal, mais dans la famille du général de Gaulle, être dreyfusard, c'est déjà être à contre-pied de son milieu traditionnel, catholique. Les deux ont une maman très pieuse. Alors, vous voyez, hein, c'est comme avec Pépone, hein, il y a le père, le mari communiste, et la femme catholique pratiquante. C'est à l'italienne, quoi. Mais dans les deux cas, alors, quelle influence a la maman de Jean Moulin sur lui? Sûrement une très grande influence. Car jusqu'au jour de sa disparition, ses références ne sont qu'à sa mère, son père étant décédé avant. Et donc, comme le général de Gaulle, lui-même avec sa mère, très exigeante, très rigoriste. Donc on peut trouver, bien sûr, de ci, de là, quelques déjà petits points qui permettront de se retrouver, mais quand même, de chaque côté, l'homme du Nord, l'homme du Sud, laïcard, franc-maçon, de l'autre côté, engagé dans l'idée de patrie. Et chez les de Gaulle, le général de Gaulle, lui, fait l'école de Saint-Cyr pour être militaire. Du côté de Jean Moulin, on le dit, pas très motivé. Pas très motivé. D'ailleurs, les appréciations de ses professeurs disent saura un jour peut-être faire quelque chose s'il en décide, s'il le veut bien. Non, Jean Moulin, lui, est un rêveur, c'est un dessinateur. Notre directeur de l'ONAC l'a dit. C'est quelqu'un qui passe son temps à crayonner, à dessiner. Et lorsque la Première Guerre mondiale arrive, à 16 ans, il publie déjà des caricatures sur l'époque, sur les planqués de l'arrière, qui dénotent déjà chez lui quand même une appréciation des choses. Et il sera lui-même mobilisé à l'âge de 17 ans, mais, comme je vous l'ai dit, il n'aura pas à combattre, mais il publie, et donc il peut publier. On peut penser que papa a une influence certaine pour convaincre un jeune homme de 16 ans de pouvoir être publié, parce qu'on n'est pas publié comme ça à 16 ans. Et c'est vrai que Jean Moulin, c'est un fils à papa. C'est un fils de notable, et c'est tellement vrai d'ailleurs que, démobilisé, papa lui trouve une place au cabinet du préfet. Quand même pas tout le monde qui peut rentrer au cabinet du préfet quand on fait des études médiocres, avec simplement une vision artistique des choses. Quand je dis ça, je n'y mets pas une notion péjorative, c'est l'impression que l'on peut avoir. Du côté du général de Gaulle, c'est sûr que le piston, il n'y en a pas. Hein. Il y a simplement des rencontres. L'école de Saint-Cyr, Charles de Gaulle en sort pas terriblement bien placé, mais le hasard va le faire être affecté au 3e régiment d'infanterie d'Arras,
et on est toujours donc dans le nord, tandis que Jean Moulin, lui, était mobilisé à Montpellier. Et là, le 33e régiment d'infanterie d'Arras, il est commandé par un certain colonel Philippe Pétain. Alors, est-ce que c'est un piston? Quelque part, oui. Pendant longtemps, Charles de Gaulle sera le pistonné du colonel Pétain. Parce que les deux hommes vont avoir des liens assez forts pendant, en tout cas, la période du premier conflit. La guerre, de Gaulle l'a faite, je ne vous la raconte pas, il a fait 2 ans, il a fait les batailles, dont celle de Verdun, ce qu'on oublie assez souvent. Il est tombé à Verdun, il a été laissé pour mort, ce qui a permis à Philippe Pétain de lui décerner la Légion d'honneur, à titre militaire, en félicitant le capitaine de Gaulle de qualité militaire, et tombé dans la mêlée, officier hors de pair à tous égards. Ça vaut la peine de mourir quand on a des appréciations comme ça. Ça vaut surtout la peine de ressusciter pour en prendre connaissance. Ça, c'est certain. De Gaulle a été fait prisonnier, il a tenté de s'évader 5 fois, il a été repris à chaque fois. 1,91 m, ce n'est pas tellement facile à planquer quand on prend une tenue militaire de l'adversaire. Tout le monde n'a pas cette taille. Et il finira au fort d'Ingolstadt, en Prusse, où là, il ne pourra plus s'évader, mais où il rencontrera le futur maréchal Tukhachevski, futur maréchal de l'armée rouge, et il aura l'occasion déjà de s'essayer à quelques conférences de géopolitique avant la lettre et de considérations militaires pendant les 2 dernières années. Bon, du côté de Jean Moulin, je l'ai dit, la guerre, c'est mobiliser mais sans plus, des dessins, être ensuite affecté au cabinet du préfet. Dans son enfance, le général de Gaulle a voulu aussi s'essayer un petit peu à l'évasion artistique. Il a composé des scénettes, une mauvaise rencontre qui se voulait une comédie. Il avait 16 ans, comme Jean Moulin faisait des caricatures. Il a même fait des contes exotiques où Zalena, une Mélanésienne, qui avait l'air de le subjuguer, et il avait pris un pseudonyme. Comme Jean Moulin prendra Romanin, lui, il avait pris Charles de Lugal, l'inverse de De Gaulle. Ouais. Donc des scénettes comme ça, dont on n'a pas perdu trace, qu'on a. Jean Lacouture raconte ça très bien. C'est beaucoup moins osé que ceux d'un ministre de l'économie d'aujourd'hui, je vous rassure. L'époque et le personnage ne prédisposaient pas à des fantasmes en la matière. La guerre est terminée. Jean Moulin doit choisir, on vous l'a dit tout à l'heure, être artiste, c'est le vœu de Jean Moulin. Oui, mais papa, fais ton droit d'abord, comme d'autres, passe ton bac d'abord, fais ton droit et on verra après. Et Jean Moulin, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est très obéissant en fait, pour un rebelle. Il est très obéissant à son père, donc il va faire plaisir à son père. C'est pas que ça l'emballe, mais il se dit, après tout, peut-être que ça permet de vivre aussi. Donc il fait ses études de droit et grâce à ses études de droit, il a quelques compétences qui lui permettra de postuler à des postes préfectoraux. Et c'est vrai que dès 1925, il devient le plus jeune sous-préfet de France. Et il est affecté, pour sa première affectation, il est affecté en Savoie. Il découvre, alors lui, l'homme du Sud, il découvre d'autres horizons. L'homme de la mer découvre la montagne, ce qui l'a vraiment intéressé au plus haut point, puisqu'il deviendra par la suite un très très bon skieur, ce qui pour l'époque, quand on sait ce qu'était le ski, n'est pas réservé non plus à tout le monde. Du côté du général de Gaulle, il y a la guerre qui continue après la guerre. Je vous signale qu'il a fait, avec le général Weygand, la campagne contre l'URSS pour la Pologne. C'est ce qui explique l'attachement des Polonais au général de Gaulle, et c'est ce qui explique qu'il y ait une statue du général de Gaulle à Varsovie. Ce n'est pas pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est juste après la Première.
puisque le général de Gaulle a participé à la reconstitution de l'État polonais après la guerre face aux troupes soviétiques, notamment celle de Tukhachevski. Et puis c'est ensuite, bien sûr, la vie de garnison en France, au Moyen-Orient, et puis basée essentiellement du côté de Trèves pour commencer, puis de Metz, et le choix de se localiser du côté de la Haute-Marne, parce que la Haute-Marne, c'est bien, parce que c'est entre Paris, où on est à l'école de guerre, où on a des conférences, et puis son régiment à l'est, et donc Colombey, les deux églises, bien sûr. C'est ainsi que le général de Gaulle s'installera. Il s'est marié en 1920 avec une personne de bonne famille, Yvonne Vendroux, et ils auront des enfants, dont une enfant handicapée. Du côté de Jean Moulin, de ce point de vue-là, un mariage pourtant, en 1926, mais qui dure 18 mois. Un mariage particulier de deux êtres qui voulaient se marier, mais qui en même temps ne s'aimaient pas vraiment. Et Jean Moulin, qui a toujours aimé sa liberté et sa vie personnelle, et donc il obtient le divorce. Et puis, il passe à autre chose. Et durant cette période où il va avoir cette succession de nominations, on l'a dit tout à l'heure, il sera effectivement en 1931 le préfet de Châteaulin, en Bretagne, qui va lui permettre là-bas de rencontrer des artistes. Châteaulin, quand on connaît Châteaulin, surtout quand on l'a connu dans les années 30, c'est vrai qu'il faut meubler, quoi, faut trouver de quoi s'occuper. Et donc Jean Moulin a rencontré pas mal d'artistes et ça a continué à le passionner, donc à faire toujours des œuvres de caricatures diverses et variées. Et puisque je parle d'ouvrages où vous avez un rassemblement de toutes ces œuvres, Jean Moulin, vous voyez, il y en a un paquet. Le Conseil général, quand il s'appelait encore Conseil général, en 2009, a fait paraître Jean Moulin, l'artiste résistant. C'est un joli titre. Et avec toutes les gravures, tous les dessins, toutes les satires qu'on vous passe pendant que... Et on voit d'ailleurs sur certains dessins le fait d'une influence impressionniste, surréaliste, parce qu'il ne fait pas que de la caricature, il fait aussi des tableaux, il va en acheter aussi, il va s'initier, il va rencontrer durant toutes ces années de l'entre-deux-guerres, rencontrer des artistes importants dont lorsqu'il sera par la suite sur Paris, notamment Max Jacob. Et sans doute, voilà pourquoi l'un de ses surnoms de résistant, Max, a sans doute été pour lui en référence avec Max Jacob, qui a été un homme important de l'entre-deux-guerres et qui l'a beaucoup influencé. Les deux hommes ont été très proches. Donc c'est vrai que Jean Moulin appartient à un milieu très... on dirait aujourd'hui people. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Woody Allen, Minuit à Paris. Ce milieu très bien illustré des années 30. Jean Moulin est au milieu. Voilà. Quand vous reverrez le film, et si vous ne l'avez pas vu, si vous avez l'occasion de le voir, pour un Woody Allen, c'est assez supportable. Ce n'est pas toujours le cas. Enfin, on aime ou on n'aime pas Woody Allen, mais là, bon, ça peut, il y a une esthétique qui est intéressante sur le Paris de l'entre-deux-guerres. Et quand vous reverrez ce film ou quand vous le découvrirez, vous direz « Ah oui, Jean Moulin était parmi eux ». Et donc Jean Moulin, c'est un dandy, toujours très bien habillé, mais sans argent. Donc toujours en demandant à papa un peu d'argent. Et puis c'est un homme à femme aussi, et donc il faut quand même avoir les moyens. Et puis il n'aime pas la médiocrité, donc s'il a une voiture, c'est une voiture de sport. Alors un sous-préfet qui arrive à la préfecture avec une Amilcar rouge, pétaradante, franchement, il y en a d'autres qui le regardent en se disant « mais comment il fait ?» Il fait qu'il n'y a pas de détournement de fonds publics, il fait que c'est papa, conseiller général, qui a été conseiller général entre 1913 et 1931, qui a été conseiller municipal de Béziers. Donc voilà, il est entretenu, quoi. Il vit entretenu, et parfois c'est les femmes aussi
qui contribue à l'entretenir. Mais lui, alors, c'est vraiment la vie de château quand même. Hein, et dans ces rencontres qu'il va avoir, notamment celle d'un député radical socialiste, comme papa, Pierre Cotte, en 1928, ils vont se rencontrer lorsqu'il est nommé lui-même sous-préfet à Thonon, en Savoie cette fois-ci, après la Bretagne. Et une amitié très forte va naître entre les deux. Et les deux, ils vont parcourir la montagne, le ski, les sorties. Hein, et donc avoir une vie très people, quoi. Et Jean Moulin n'a pas des goûts simples. Hein. D'abord, on joue au tennis. Je répète pour l'époque. Hein. On fait du ski. On s'essaye au saut en parachute. On fait du ski nautique. Oui, c'est toute une gamme. Il apprend aussi à danser pour, dans le monde, pouvoir être élégant. Et je répète, toujours tiré à 4 épingles. Vous ne verrez jamais Jean Moulin en négligé, ce qui pour l'époque est assez normal hein, quand même. Mais il y a une façon d'être bien habillé ou d'être simplement costumé. Hein, et donc Jean Moulin, tout de suite fait... Voilà, et sur une photo, on repère tout de suite... Toujours coiffé, très impeccablement, gominé, etc. Enfin, vraiment, c'est... Hein, j'insiste lourdement parce qu'on l'a totalement occulté, cette partie, et c'est pour ça que je pèse davantage sur Jean Moulin, pour vous dire que si vous vous intéressez à Jean Moulin, il faut aller lire des livres comme celui de Thomas Rabineau, L'autre Jean Moulin. Hein, c'est sorti il y a une dizaine d'années. C'était à l'époque un jeune historien, depuis il a pris 10 ans de plus, hein, mais... Et il y a marqué « L'homme derrière le héros ». Alors là, vous y trouverez vraiment tous les éléments dans lesquels j'ai puisé lâchement, hein, bien sûr, hein, qui est bien raconté. Ce livre-là est disponible au conseil départemental, au service des archives. On peut se le procurer en payant quand même, hein, pas exagérer. 10 €, ça va. Mais il est encore trouvable, il n'a pas été épuisé. Hein, donc moi, c'est celui que j'avais pris à l'époque et que j'ai gardé, hein, donc il m'a servi pour pouvoir illustrer un certain nombre de choses. Vous voyez, dans les images qu'on vous montre, on voit toujours Jean Moulin en playboy, quoi. Hein, je veux dire, c'est voilà, c'est pas ce qu'on disait à l'époque. Alors, du côté du général de Gaulle, le contraste est saisissant, quoi. Hein, c'est l'école de guerre, c'est le régiment, c'est son épouse, ses enfants, et notamment sa petite fille Anne, handicapée, pour laquelle il a choisi justement Colombey-la Boisserie, pour la mettre à l'écart des regards et pour s'en occuper, car la famille de Gaulle s'occupera toujours de cette fille différente, et à l'époque avoir une enfant différente. Et c'est pour ça aussi, quand je parlais tout à l'heure des enfants différents et de la collecte que je vous suggérais, il y a Jean Moulin qui voulait l'orphelin, et du côté de Gaulle, cette relation incroyable entre De Gaulle et cette fille, atteinte par le handicap, et vous savez sa formule quand elle est morte, hein, ce qu'il a dit, il a dit maintenant elle est comme les autres. Terrible. Bon. Donc là aussi, hein, il n'y a pas de raison qu'on soit ensemble. Il y a vraiment un écart de vie, de centre d'intérêt, quelqu'un qui est dans la vie classique, etc. Et de l'autre côté, une vie un peu dissolue. Hein, et je ne vous dis pas le mariage et le divorce aussi à l'époque. Hein, aujourd'hui, ça va, mais à l'époque, déjà, de l'avoir obtenu aussi rapidement démontre que vraiment, il est quand même pistonné. Hein, le garçon, il a quand même des relations, comme on dit. Donc, il va être nommé préfet, plus jeune préfet de France en 1937. Et là, il sera dans l'Aveyron, comme me disait Christian Vial, à Rodez. Hein, et là aussi, il ne va pas y rester très longtemps, parce que l'Aveyron ne l'a pas forcément convaincu d'être ce qui pouvait l'intéresser de mieux, mais ses relations avec Pierre Cotte lui ont permis d'aller à Paris. C'est-à-dire que sous-préfet, puis préfet de province, il va gagner la capitale. Et il va gagner la capitale aux côtés de Pierre Cotte, qui lui-même devient ministre. Vous savez que sous la Troisième République, il y avait quand même un sacré balai. Hein, donc, il devient ministre en 1932.
Et donc, Jean Moulin intègre son cabinet ministériel à cette occasion. Donc, Jean Moulin entre dans la politique. Jusque-là, il est un haut fonctionnaire. Être un haut fonctionnaire, c'est faire, bien sûr, d'une certaine manière de la politique, mais c'est quand même être éloigné. Quoique, Jean Moulin, quand il est préfet, il s'engage pour le conseiller général du canton qui porte les couleurs de la gauche. Il rompt avec ce qui devrait être la neutralité de l'État. Et la différence qu'il a avec son père, c'est que Jean Moulin veut que les radicaux soient avec les socialistes, alors que son père n'a jamais voulu que les radicaux soient avec les socialistes. Son père, d'ailleurs, à l'occasion, soutiendra Clémenceau contre la révolte des vignerons de 1907, ce qui est quand même plutôt courageux, quand on sait ce qu'il en est. Et donc, voilà, membre du cabinet, c'est rentrer dans un milieu politique, c'est jouer un rôle déjà. Pierre Cotte ne va pas rester longtemps, mais Pierre Cotte reviendra ministre, et là on le sait davantage, en juin 1936, c'est-à-dire avec le Front populaire. Et là, à ce moment-là, il est directeur de cabinet du ministre de l'armée de l'air. Et ça tombe bien, il n'y a pas un avion. Enfin, il y a des avions, hein, mais pas autant qu'on le souhaiterait. Et contrairement à une idée reçue, parce que Pierre Cotte est resté dans l'histoire encore, mais à l'époque surtout comme l'homme responsable de la défaite. En tout cas, Vichy s'est chargé de forcer le trait. Et donc, Pierre Cotte va lourdement en souffrir, alors que, en fait, c'est plutôt avec le Front populaire, on le sait aujourd'hui, que la France réarme. C'est-à-dire que la gauche, qui pendant 15 ans a dit qu'il ne fallait surtout pas d'armes et préserver la paix, une fois au pouvoir, s'est aperçu du désastre que c'était et la menace qui avait grandi. Et donc, le réarmement français commence réellement en 1936. Jusque-là, ce sont les théories du maréchal Pétain. On ne bouge pas, on a la ligne Maginot, ça ne sert à rien de faire plus que de raison, ça permet de faire des économies. Avec la ligne Maginot, de toute manière, on est sauvé. Celui qui porte la responsabilité de la politique de la guerre telle qu'elle sera par la suite, c'est le maréchal Pétain. Et c'est un des éléments de la séparation entre De Gaulle et Pétain. Parce que du côté du général De Gaulle est le nègre de Pétain. C'est lui qui lui écrit ses livres, c'est lui qui... voilà. De Gaulle écrit lui-même, écrit pas mal d'ouvrages. Le plus connu, Le fil de l'épée, qui parle de l'attitude du chef en 1932. En fait, il se décrit lui-même déjà. Donc, si vous voulez avoir une idée de ce que pense De Gaulle, de ce que doit être un chef, il faut lire Le fil de l'épée. C'est comme d'autres qui lisent Machiavel, c'est pareil. Et puis, 1934, tout le monde en a entendu parler, Vers l'armée de métier, un titre débile par rapport à ce que propose De Gaulle. Je ne sais pas si c'est l'éditeur qui a fait ce choix. Il ne s'agit pas d'une armée de métier, il s'agit de dire qu'il faut des professionnels dans l'armée de conscription qui soient capables de manœuvrer les chars qui sont l'élément clé des batailles futures, avec le soutien de l'armée de l'air. On ne saura jamais si Pierre Cotte a été tenté d'être influencé par De Gaulle, mais ce que l'on ne sait pas, c'est qu'à l'époque, De Gaulle n'attend rien de la droite, en tout cas de la droite classique, sauf un homme qui n'est pas classique. Il s'appelle Paul Reynaud. Alors on voit déjà s'esquisser que tout ce qui devait opposer l'un et l'autre, par le biais de rencontres, Jean Moulin avec Pierre Cotte, le général de Gaulle avec Reynaud, qui est député lui-même, qui a été plusieurs fois ministre, et qui lui dit « Ce que vous dites, ça m'intéresse, je vais le reprendre ». Et donc, le général de Gaulle devient le conseiller politique, militaire, du député ministre Reynaud. Reynaud, à la tribune, quand il parle, il lit les textes du futur général de Gaulle. Bien entendu, ça n'intéresse absolument pas personne, à commencer par tous les chefs qu'on retrouvera en 1940 et qui trouvent ça vraiment même ridicule. La gauche aussi trouve ça ridicule parce que pour elle, une armée de professionnels, ça veut dire que c'est des mercenaires et ça va à l'encontre de l'esprit de la Révolution qui fait appel à la conscription.
De Gaulle engagera le dialogue avec des gens de gauche. Bon, à l'époque, si je dis Marcel Déat, comme aujourd'hui on sait comment a évolué Marcel Déat, mais Marcel Déat, dans les années 30, c'est le socialiste pur et dur, c'est le Chevènement de l'époque, c'est le Mélenchon de l'époque. Vous voyez, comme quoi on finit toujours mal. Et Joseph-Paul Boncourt, qui lui est pas trop... Léo Lagrange, et même Léon Blum. De Gaulle rencontrera Léon Blum. Et c'est là que se dessine, dans cet entre-deux-guerres où les menaces montent, une esquisse de rapprochement alors qu'on est très loin. D'abord, on fréquente des gens qui sont au pouvoir, et donc on a la connaissance du pouvoir politique. On joue un rôle. Jean Moulin, au cabinet de Pierre Cot, alors que le gouvernement Blum a dit pas d'armes pour la République espagnole, Jean Moulin fait passer des armes au gouvernement républicain espagnol. C'est lui qui armera l'escadrille de Malraux. Je vous renvoie à l'Espoir, écrit par Malraux. Donc la France a un discours de façade et derrière, elle aide tant que faire se peut. C'est à cette occasion que Jean Moulin rencontre des représentants de l'URSS. Et qui dit de l'URSS, forcément du Parti communiste français. Ce qui lui vaudra pendant longtemps, et certains le pensent encore peut-être dans cette salle, cette idée que Jean Moulin, c'est un coco. C'est un crypto-communiste. D'ailleurs, d'autres l'ont dit. Et dans les débats de salons de livres d'histoire, on peut encore trouver ces thèses. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'il est très proche. Il adhère d'ailleurs au Rassemblement de l'Union pour la paix, le RUP, dans lequel on va trouver beaucoup de gens, comme Malraux d'ailleurs, des compagnons de route du Parti communiste. Le Parti communiste a toujours bien su faire ça, parler de paix, rassembler et tenir les... C'est tenu par le Parti communiste, donc voilà. Mais très très honnêtement, même si on le décrit à l'époque dans le cabinet de Pierre Cot comme le plus à gauche des plus à gauche, Jean Moulin n'a jamais été communiste. Il a de la sympathie pour l'Union soviétique dans la mesure où la France pourrait s'allier à elle contre Hitler, contre le fascisme italien. Et ce qui est drôle, c'est qu'au même moment, c'est ce que pense aussi le colonel de Gaulle. Le colonel de Gaulle pense que la France devrait jouer un rôle plus actif avec l'Union soviétique. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs un président du Conseil, un certain Pierre Laval. Comme quoi, je rappelle qu'il appartenait à la gauche, les socialistes indépendants. Et donc, par la suite, bien sûr, assez évanoui. Mais en tout cas, pour De Gaulle, qui soutient aussi la République espagnole, vous avez là vraiment tout ce qui va séparer ceux qui vont être dans le combat par rapport à ceux qui vont être dans la collaboration. Qui nomme le maréchal Pétain ambassadeur de France en Espagne après la victoire du général Franco? Un gouvernement où ne figure plus Pierre Cot, mais qui est la fin du Front populaire. Mais on n'a trouvé que le maréchal Pétain pour être dans l'Espagne de Franco, quand même. Voilà. Et donc, la séparation de Gaulle-Pétain, pour des querelles livresques, était beaucoup plus profonde que ça. Et vous connaissez toute cette formule de Gaulle sur Pétain. J'ai vu mourir Pétain en 1925. Voilà. C'est terrible, parce que... c'est-à-dire figé sur un conformisme. Lui qui avait été anticonformiste pendant la Première Guerre mondiale, sombre dans cette idée de la défense à tout prix, etc. Donc, moi, ce qui m'épate dans ce que je vous raconte, c'est le fait que ces deux hommes qui sont près du pouvoir, parce que quand vous êtes avec Paul Reynaud, ministre, député à la Chambre des députés, comme on dit à l'époque, et quand vous êtes avec Pierre Cot, ministre, dans les cabinets ministériels. Comment imaginer que les deux hommes, à ce moment-là, ne se soient pas rencontrés? Quand on connaît le milieu politique, où tout le monde se rencontre à un moment ou à un autre, alors je n'ai pas dit à la Chambre des députés forcément,
Mais dans n'importe quel lieu, on n'a aucune trace de ça, on n'en sait rien. Mais très franchement, les idées de Gaulle, comment Jean Moulin et Pierre Cotte ont-ils pu les recevoir? On n'en sait rien, on n'a rien. Mais peut-être qu'un jour, au fond d'une malle, quelqu'un dira, bah oui, tiens, mon cousin qui connaissait la sœur a trouvé ce parchemin, a trouvé ça. Nul ne sait. Vous savez que dans l'histoire, on reste pendant des années, des décennies sans éléments, on répète toujours la même chose, puis un jour il sort quelque chose. Et là, on dit, ah bah oui. Donc moi je pose que la question, mais je trouve que, en tout cas, il n'est pas possible qu'ils n'aient pas entendu parler l'un de l'autre. Sinon on ne comprend rien à la suite. Hein? On a entendu parler qu'autour de Paul Reynaud, il y a un grand général, un colonel là, qui dit des choses que reprennent les Allemands d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, on a Pierre Cotte qui essaye de rebâtir une armée de l'air. Ça ne peut que satisfaire le général de Gaulle qu'on rebâtisse quelque chose qui soit performant. Bon, on sait très bien que nous serons complètement surclassés en 1940 et que c'était bien trop tard, mais tout de même. Voilà, donc pas à pas, les jalonnements qui se font démontrent qu'il faudra peut-être quelque chose pour faire que l'on se rencontre. Et ce quelque chose, bien sûr, c'est le désastre de 1940, de juin 1940. Le colonel de Gaulle, qui va être fait provisoirement général, écrit quand même à tout le milieu politique en janvier 1940. Il écrit à 80 personnalités. Je n'ai pas eu le temps de vérifier dans ces 80 personnalités s'il y avait un ancien ministre de l'air du Front populaire au travers de Pierre Cotte. Mais de toute manière, tout le monde en a parlé. Dans le milieu, on dit aujourd'hui dans le microcosme politique. En janvier 1940, le général de Gaulle dit « Les événements qui vont se produire vont être terribles. Les forces qui vont se mettre en branle vont entraîner des bouleversements complets. Il n'est peut-être pas encore trop tard pour, etc. » Enfin, on sait très bien que, bien sûr, il est trop tard. On sait qu'on a confié à De Gaulle une division cuirassée blindée qui devrait être ce qu'il souhaite. Le problème, c'est que quand il est affecté sur le front le 16 mai 1940, il cherche sa division. Elle n'existe pas en tant que telle. Il est obligé de regrouper les éléments épars pour arriver à constituer une force qui va se battre pendant 3-4 jours autour de Montcornet, dans le département de l'Aisne, tenir tête aux Allemands et même faire quelques percées et des prisonniers allemands. Le général de Gaulle y verra la justification de ce qu'il avait prédit, que si l'armée française, qui avait autant de chars que les Allemands, 3000, moins bien adaptés au combat, mais tout de même, s'ils avaient été organisés différemment, non pas derrière l'infanterie, mais en stratégie devant, peut-être le sort de la défaite aurait été un petit peu différent. Hein, et les adversaires du général de Gaulle diront « Ouais, mais de toute manière, il y a eu tellement de morts, de blessés, il a amené ses troupes à la boucherie. » C'est sûr que ceux qui sont partis en courant de l'autre côté, hein, ils n'ont pas eu la boucherie. Hein, c'est évident qu'on peut toujours voir les choses comme on veut. Est-ce qu'on résiste ou est-ce qu'on ne résiste pas? Pour de Gaulle, on se bat. Et déjà, le drame de 1940, c'est que dans tout le milieu politique, de droite comme de gauche, c'est foutu. Ça ne sert à rien. Une fois que la ligne Maginot a été contournée et encerclée, c'est la débandade. Pourtant, dans cette campagne de 1940, moi je rends toujours hommage à nos soldats, je n'ai pas dit aux officiers, hein, mais à nos soldats, 100 000 morts en un mois, c'est plus qu'à Verdun. Donc s'il y a eu des bandades, c'est la débandade des élites. Et des élites qui ont dit aux soldats, non, non, mais ne continuez pas, repliez-vous, rappelez-vous. D'ailleurs, du côté de Jean Moulin, on est devenu préfet d'Eure-et-Loir au début 1939. Mais lorsqu'il y a les événements de Munich, Jean Moulin, bien qu'ayant dépassé l'âge, demande à être mobilisé à tout prix.
Il écrit à plusieurs fois au ministre de l'Intérieur, au président du Conseil, en disant « Je ne veux pas rester préfet, je veux m'engager ». Ce n'est pas courant. Hein, ça dénote quand même un caractère. Et à chaque fois, on lui refuse. On dit « Non, vous êtes préfet, vous devez être préfet ». Et par quelques relations, il arrive à être mobilisé dans l'armée de l'air, à Issy-les-Moulineaux. Hein, et quand le ministre l'apprend, il exige qu'il abandonne et en lui disant « Vous serez plus utile comme préfet à Chartres que d'être parmi les autres et surtout que vous avez dépassé l'âge. » Mais il a fait les quelques jours de remise en forme, d'analyse médicale. Enfin, il sait qu'il est bon pour le service, hein, il le raconte, mais il n'aura pas l'occasion de le faire. Et donc, Jean Moulin, à Chartres, il est ébahi de ce qu'il voit en mai-juin 40. Alors, les plus jeunes ne le savent pas, mais lorsque les Allemands entrent à Paris le 14 juin 40, Paris a décidé d'être ville ouverte, c'est-à-dire de ne pas se battre, pour préserver. Il n'y a plus personne à Paris. Hein. Vous avez 10 millions de Français sur les routes. Vous avez vu avec l'Ukraine un peu, hein, au début du conflit, les gens partir, etc. Pensez à nos anciens, hein, tout le monde est parti sur les routes, 10 millions. En plus, il fait une chaleur cette année-là, c'est le dérèglement climatique. Mais vraiment, jamais il a fait aussi chaud. Et par la suite, il y aura des hivers pendant l'occupation où jamais il a fait aussi froid. C'est dingue, hein, la météo. Enfin bref. Et donc, alors je ne vous dis pas, parce que quand il fait vraiment chaud en mai-juin, alors pour les soldats avec leurs bardas, et puis pour tous les autres, alors c'est vrai qu'on peut dormir à la belle étoile, mais il se trouve que dans le ciel de France, c'est les avions allemands, les Stuka, qui mitraillent les populations civiles déjà, qui n'épargnent personne pour créer la peur en actionnant des sirènes, pour créer encore un peu plus d'effroi. C'est ça le spectacle de mai-juin 40. Et le préfet d'Eure-et-Loir n'a plus d'habitants à Chartres. Ils sont 800 restés sur 23 000 habitants. Il a donné des consignes, des ordres. Ne partez pas, restez. Il n'est pas question de fuir. Il a laissé sur des affichettes qu'il a été collé lui-même le 11 juin, un avis à la population de ne pas fuir, de ne pas s'en aller, de rester. Il n'utilise pas encore le mot de résister, hein, mais de rester. Voilà. Et donc le préfet Jean Moulin, en fonction de l'idée qu'il se fait de la République, hein, considère que tant pis, s'il faut faire face à l'adversaire, on fera face à l'adversaire. La débandade, il l'a racontée dans un petit livre que je vous conseille, hein, qui s'appelle « Premier combat », Jean Moulin, préface, ah ça tombe bien, Général de Gaulle. Ce livre, il est sorti, alors je vous avoue que j'ai longtemps ignoré son existence parce que les gens puisent, les historiens puisent et vous racontent l'histoire, comme l'a fait un peu monsieur le directeur tout à l'heure, mais ne vont pas aux sources. Et c'est donc en plongeant un peu, prenant le temps, que j'ai dit, mais c'est pas possible. Personne n'a jamais dit et écrit que Jean Moulin avait écrit quelque chose. Eh bien, vous avez Jean Moulin dans le texte, un petit livre d'une centaine de pages, que sa sœur a fait éditer après la guerre, en 1947. Et donc, dans ce livre, Jean Moulin raconte, du 14 juin au 18 juin 1940, ce qu'il a fait comme préfet de Chartres. Et vraiment, si on a envie de comprendre Jean Moulin, tout est écrit de ce que va être Jean Moulin par la suite. Voilà. Et c'est pour ça que je ne vais pas trop en dire, hein, mais je vais quand même un peu rentrer dans les détails. Jean Moulin, d'abord, est estomaqué de voir la débandade générale. Tout le monde part. Le sénateur maire de Chartres part avec madame. Il ne restera qu'un ancien conseiller municipal de Chartres. Et Jean Moulin dit, il n'était pas de mon bord politique, mais il a été très bien. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit déjà Jean Moulin qui ne pratique pas un sectarisme comme on le voit parfois aujourd'hui, qui dit non, mais nous avions souvent été dans des divergences, mais là vraiment. Et d'ailleurs, il le fera nommer provisoirement maire de Chartres à la place de celui qui est parti. L'archevêque aussi est parti, l'évêque aussi est parti. Il reste donc qu'un aumônier,
un curé qui est là. Et donc, le 17 juin, quand l'armée allemande entre dans Chartres, ils sont 3 dans la cour de la préfecture à accueillir l'armée, les officiers allemands. Et Jean Moulin est en tenue de préfet. Et il veut afficher que la République ne se déballonne pas, ne se débande pas, elle est là. La rencontre avec l'officier se passe correctement. C'est par la suite que les choses vont changer. Jusque-là, ce que raconte Jean Moulin sur la façon dont les gens réagissent, problème du ravitaillement, la rumeur, l'intox, les fausses nouvelles, l'émeute provoquée pour abattre les institutions, ceux qui étaient contre la République et qui voient là l'opportunité de jouer un rôle. Enfin, vous avez tout un tableau extraordinairement bien décrit. Du côté du général de Gaulle, après Montcornet, c'est Paul Reynaud qui appelle celui qui devient général de brigade à titre provisoire comme ministre. Vous savez que le 6 juin 1940, le général de Gaulle devient sous-secrétaire d'État à la Défense, rattaché directement à Paul Reynaud. Et ça, c'est bizarre parce qu'on l'oublie toujours. Le général de Gaulle est le dernier ministre de la Troisième République, libre, puisque Paul Reynaud reste président du Conseil jusqu'au 16 juin. Donc, de Gaulle va être ministre 10 jours. Mais ça change tout, car lorsqu'il va à Londres, ce n'est pas un général parmi les autres, c'est un ministre de la République qui va à Londres. Si Churchill reconnaît de Gaulle, ce n'est pas parce que de Gaulle est bien gentil, bien sympa, ce qu'il n'est pas du tout d'ailleurs, il est plutôt enquiquinant pour ne pas dire autre chose, mais c'est parce qu'il représente le dernier gouvernement libre de la Troisième République. Quand Paul Reynaud a nommé de Gaulle sous-secrétaire d'État à la Défense, il a fait ce qui sera par la suite l'entrée du général de Gaulle dans l'histoire. Du côté de Jean Moulin, alors 6 juin, de Gaulle sous-secrétaire d'État, qui va à Londres rencontrer Churchill, qui imagine qu'on pourrait fusionner la Grande-Bretagne et la France dans des intérêts communs, résister dans l'Empire, etc. Enfin bref, on continue le combat. Et là, c'est là qu'on voit que les deux hommes ont enfin un point commun. C'est qu'on ne se débine pas. On reste pour tenir tête aux Allemands, non pas pour se coucher, et sinon on combat. Et ce qui est extraordinaire dans le livre, c'est Jean Moulin qui n'en revient pas de voir les soldats courir, et des soldats qui lui disent « mais ils nous donnent l'ordre de ne pas résister, ils nous donnent l'ordre de fuir, et on en est épuisé. » L'épuisement, c'est de se replier vers le sud et non pas de résister. Et des soldats qui lui disent « mais je suis sûr que si on tenait tête, on serait capable d'eux. » Bon, on peut toujours rêver, mais c'est pour dire quand même cette période sur laquelle ça mérite quand même de ne pas passer au travers. Donc le 17 juin, Jean Moulin a accueilli les autorités allemandes, échange en disant « je vous demande de respecter la population civile et de garantir leur existence, etc. » Oui, oui, bien sûr, etc. Et quand les Allemands sont arrivés, c'était 6 heures du matin. La journée se passe, là où les choses se gâtent, c'est à partir de 16h30 où Jean Moulin est convoqué à l'état-major allemand qui s'est installé. Et ce n'est pas celui qu'il avait rencontré au départ, c'est 2 officiers dont il dit, je ne sais pas ce qu'ils portaient comme insigne, est-ce que c'était déjà l'ASS ou pas, enfin, il n'était pas averti de ça. En tout cas, là, il va rencontrer 2 officiers qui, dès le départ, lui mettent le marché en main. L'armée française s'est rendue coupable d'atrocités. L'armée française a massacré des populations, violé des femmes. Ce sont les troupes noires sénégalaises qui en sont responsables. Ce sont vos troupes coloniales. Et donc, vous allez signer cette reconnaissance et désavouer, bien sûr, ce que l'armée française a commis comme faute, et l'officier allemand signera également.
Pour Jean Moulin, c'est hors de question. D'abord, ce n'est même pas envisageable. Donc, il tient tête sur l'idée même que. Auparavant, il a appris que les Allemands eux-mêmes n'ont pas hésité à assassiner une vieille dame de 83 ans en la violant, en la laissant 24 heures sur un poteau d'exécution et en faisant faire le trou de la tombe par ses enfants, etc. Fait authentifié. Pour Jean Moulin, quand il parle, c'est le Boche. Ce n'est pas les Allemands, les nazis, c'est le Boche. On voit le réflexe issu de la Première Guerre mondiale. Et donc, pour lui, ce n'est pas imaginable et ce n'est pas acceptable. Et donc, il dit, il n'en est pas question. Et donc, là commencent les souffrances premières de Jean Moulin, quoi, parce que de 16h30 jusqu'au 18 juin, vers 1h du matin, Jean Moulin va être molesté pour commencer, menacé, tabassé, mis au sol, frappé à plusieurs reprises, n'ayant aucun moyen de résistance, et il indique comment il est abasourdi et surtout en difficulté même de pouvoir se relever, tellement les coups sont violents. Et comme il continue de tenir tête, les Allemands vont l'emmener en voiture à un endroit où il y aurait le charnier décrit pour qu'il puisse reconnaître les victimes. Et là encore, sur place, Jean Moulin tient tête et dit « ça ne peut pas être l'armée française qui a fait ça, ça ne peut être que vous ». Alors évidemment, ça met une ambiance assez chaleureuse et qui lui vaut d'être de nouveau frappé. Il essaye, par réflexe, de courir, on lui tire dessus, 3 coups de feu qui lui passent à côté, plus pour l'intimider que pour l'abattre. Et puis, de nouveau, eh bien, on le frappe et on le ramène à l'endroit où on l'avait convoqué au départ. Et quand on le ramène, il est déjà 20h le soir et on va passer encore 3-4 heures sans arrêt à le frapper et à le mettre dans un état tel que quand on l'abandonne à 1h du matin, il a pris sa décision. On l'a mis dans une pièce où il y a un Sénégalais qui dort avec tout le tact des officiers allemands de l'époque. Puisque tu aimes les nègres, ben, tu vas pouvoir en profiter. Magnifique, très élégant. Et c'est d'ailleurs le Sénégalais qui dort qui s'écarte quand il voit arriver Jean Moulin pour lui laisser sa litière. Et Jean Moulin est donc sans possibilité de réagir. Et au sol, et contrairement à ce que dit même André Malraux, ce n'est pas le rasoir, mais c'est des débris de verre qui sont au sol et qui vont lui faire décider de se donner la mort. Tout simplement parce qu'il pense que si ça recommence demain, il ne sera pas capable de résister et de ne pas signer. Et il se dit qu'il vaut mieux la mort. Et il pense à sa mère, et son seul souci, c'est que sa mère le pardonne. Parce qu'on ne se suicide pas dans la religion catholique. Que sa mère lui pardonne parce qu'il l'a fait pour ne pas déshonorer l'armée française. Alors, entre ce qui est écrit, ce qui est dit, comment c'est vécu, il se tranche la gorge, effectivement. Et le sang, il écrit, le sang qui coule de sa gorge, qui se répand. Il perd connaissance, et puis à 5h du matin, quelqu'un entre dans la pièce. Et ce quelqu'un, la chance pour lui, ce n'est pas les mêmes officiers. Il se trouve que c'est la pièce où il se trouve, c'est l'hôpital. Donc lui, il s'est rendu compte de rien dans la nuit, là où on l'a ramené, les pièces, etc. C'est l'hôpital de Chartres. Et donc celui qui rentre, c'est un médecin français, et qui, quand il le voit dans cet état-là, effectivement, saisit immédiatement l'officier chef. Et c'est quand même embêtant parce que les 2 autres officiers, quelles étaient leurs missions réelles? Oui, d'obtenir bien sûr des aveux, mais sûrement pas de frapper et de torturer un préfet de la République pour le moment. On n'en est pas là. Et donc, l'officier supérieur viendra s'excuser. Mais Jean Moulin est soigné par donc le médecin. Il est dans un très sale état. Il aura d'ailleurs pendant longtemps beaucoup de mal à pouvoir manger.
Et ce n'est que le 22 juin qu'il pourra reprendre ses activités. Alors je vous le raconte pour le menu parce que en lisant ça en plus, on a les phrases, on a ce que dit Jean Moulin, l'idée qu'il se fait de l'honneur d'abord, de la République ensuite, de l'armée. On voit de quelle manière il est imprégné de ça. Alors je peux vous dire que là, le dilettante, le dandy, l'artiste, non. Il n'y a que l'homme imprégné de ses responsabilités telles qu'on lui a confiées. Bon, on connaît l'histoire pour De Gaulle. Le 16 juin, Paul Reynaud démissionne. Le 17, le maréchal Pétain est nommé président du Conseil. Le 16 juin, dès la démission de Paul Reynaud, De Gaulle est embarqué par un émissaire anglais avec son aide de camp, Geoffroy de Courcelles, pour rejoindre Londres, puisqu'il était en contact avec Londres. Il laisse sa femme et sa mère, qui sont réfugiés en Bretagne à ce moment-là. Et donc, il se retrouve le 17 juin à Londres. Il écoute le maréchal Pétain qui dit qu'il fait le don de sa personne à la France et qu'il faut bien sûr cesser l'armistice dans l'honneur, toujours. Les plus grandes crapuleries sont toujours faites dans l'honneur. Toujours. C'est un argument. Et à ce moment-là, pour De Gaulle, il faut que lui, il contrebalance ce que Pétain a dit et demande à Churchill de s'exprimer à la radio de Londres. Le problème, c'est que le cabinet de Churchill ne veut pas laisser parler le général de Gaulle. Il dit, mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il fait, lui? D'où il sort? Il y a d'autres personnalités françaises que ce général inconnu. Et il faut toute la diplomatie, la rouerie de Churchill pour obtenir quand même gain de cause, sûrement en leur disant, vous savez, on ne va pas avoir grand monde, et ça peut nous être utile surtout d'avoir quelqu'un qui appelle à résister. Nos soldats qui se sont repliés sur Dunkerque, qui ont rembarqué en Angleterre, auront besoin quand même des Français qui voudront se battre. Et à Londres, il faut savoir qu'il y a une armée française qui existe, c'est celle de Narvik, des légionnaires qui ont débarqué en Norvège et qui ont remporté une victoire en mai 40, dont personne ne se souvient. Et puis, comme il y a eu l'attaque allemande en Norvège, ils se sont rapatriés après, faute de moyens. Donc, vous avez une armée qui existe, dont beaucoup rentreront en France, mais dont beaucoup aussi resteront sur place et vont faire les premiers bataillons du général de Gaulle, 7000 hommes le 14 juillet 40. C'est rien, et en même temps, c'est extraordinaire. 7000. Ça ne veut rien dire par rapport à l'ensemble, mais c'est quand même 7000. Et donc, comme le dit Malraux, ce ne sont pas des combattants français, ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des combattants pour la résistance française. Car les Anglais voudraient des Français, mais sous leurs ordres. Et d'ailleurs, tout Français qui arrive à Londres est d'abord capté par les émissaires anglais pour leur proposer de servir dans l'armée britannique. Et c'est un combat qui va se faire entre les hommes du général de Gaulle et les Anglais pour qu'ils aillent autour de De Gaulle, non pas pour être des mercenaires, mais pour être l'armée française. Et si je vous dis ça, c'est pour bien comprendre ce que veut dire Malraux dans son discours de tout à l'heure. Il ne s'agissait pas d'être des combattants français. Des combattants français, on en aurait toujours trouvé, comme partout ailleurs. Mais l'originalité de la résistance française, c'est de dire non, la France, elle est toujours là, politiquement parlant, pas simplement pour servir de chair à canon. Donc De Gaulle va jouer son rôle, et je ne vais pas vous le refaire, parce que ça nous prendrait un peu de temps. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que devient Jean Moulin, puisqu'il a miraculeusement échappé à la mort et qu'il s'en est sorti. Eh bien, il va reprendre ses fonctions de préfet. Il a été tenté à un moment de démissionner, mais des amis lui ont conseillé de ne pas le faire parce que ça attirerait l'attention de Vichy, et donc de continuer, mais à défendre les intérêts face à l'occupant allemand, des intérêts de la population, dont certains sont revenus après, bien sûr, ceux qui étaient partis sont revenus. Et donc Jean Moulin, et il le dit plutôt dans l'impuissance permanente, va tenir comme ça jusqu'au mois de novembre 40. Là, il est révoqué, parce qu'il dérange quand même dans sa façon de tenir tête à l'occupant, de ne pas être suffisamment
On peut penser que l'occupant allemand a dû faire savoir à Vichy que si on pouvait se débarrasser de celui-là, ça serait pas mal. Et donc, il est révoqué le 11 novembre. Hein, et donc, à partir de là, il prend sa retraite de préfet. Voilà un retraité. Hein, et il s'imagine devenant agriculteur et retrouver dans sa Provence méridionale, à Saint-Andiol, avoir des activités de cette nature. Mais ce qu'il sait, c'est que Pierre Cotte, son ami, qui est passé à Londres et a été refusé par le général de Gaulle, non pas parce que de Gaulle pensait du mal vraiment de Pierre Cotte, mais parce qu'il incarnait trop une image du pouvoir politique de la Troisième République, et ceux qui étaient autour du général de Gaulle, notamment sur sa droite, ne voulaient pas entendre parler de ce personnel politique qui portait la responsabilité de la défaite. Donc Pierre Cotte ne va pas insister et va partir pour les États-Unis. Et au départ, Jean Moulin pense rejoindre Pierre Cotte aux États-Unis. Seulement, pour aller aux États-Unis, ce n'est pas si simple, il faut des papiers. Et donc, voilà pourquoi Jean Moulin, qui est revenu sur Montpellier pour commencer, et Saint-Andiol, va s'atteler à rédiger ça. Ça a été rédigé à ce moment-là, hein, entre décembre, janvier, février 1941. Hein, et sa sœur, Laure Moulin, va le prendre, ce manuscrit, et va aller l'enterrer, l'enfouir à Saint-Andiol, dans la propriété familiale, où elle le retrouvera après la guerre, pratiquement pas abîmé, et c'est pour ça qu'elle a eu l'idée de ressortir le texte tout frais qu'avait rédigé Jean Moulin, quelques mois seulement après ce qui lui était arrivé. Et c'est pour ça que c'est un témoignage absolument incroyable, quoi, et qui en dit long sur l'homme, et qui en dit long aussi sur sa capacité en 1943 de pouvoir être torturé et de ne pas parler. C'est ça, c'est que l'expérience vécue là, où il a craint qu'il ne serait pas capable et qu'il valait mieux qu'il se donne la mort, là-bas il n'a pas pu se la donner et il a accepté l'idée qu'il tiendrait bon malgré tout. Ce que personne d'entre nous pouvons imaginer, ce que nous serions en capacité de faire. Voilà. Et donc, Jean Moulin veut aller aux États-Unis et il a besoin de faux papiers, et c'est pour cela qu'il vient à Cagnes-sur-Mer. Et oui, le document que j'ai donné à Nice Matin et que j'ai, et que nous avons peut-être... c'est quand même extraordinaire. Ville de Cagnes-sur-Mer. Voilà. Joseph Mercier. Joseph Mercier, alors c'est le prénom de son frère décédé, qui l'a beaucoup traumatisé dans sa jeunesse. Alors il est avec une moustache, hein, ouais, avec des lunettes. Bon, on reconnaît la coupe de cheveux quand même un peu. Il se dit professeur en droit et il veut rejoindre New York, où il enseigne. Voilà. Hein, et donc, il va trouver à Cagnes-sur-Mer un ami, un certain Manès, qui sera par la suite arrêté et déporté, et qui va l'aider. Alors, c'est en janvier 1941, et il va vivre chez lui à Cagnes-sur-Mer. Donc, je pense que par Manès, on pourrait retrouver l'endroit où ça s'est fait. C'est pour ça que le scoop d'aujourd'hui, quand même, pour vous, Cagnois, hein, c'est d'aller rechercher quand même la trace de Jean Moulin, qui a été hébergé pendant quelques jours et qui a visité toute la région, qui a été à Antibes, à Saint-Paul-de-Vence, et qui a dû passer par Villeneuve-Loubet, mais qui n'a pas dû s'arrêter chez le maréchal Pétain, parce que nous, à Villeneuve-Loubet, hein, nous avons quand même le meilleur. Bref, et donc il n'a pas dû s'attarder, effectivement, le long du Loup. Hein. Mais et c'est la sous-préfecture de Grasse où là aussi un certain Vautrin va lui faire les papiers, qui sera dans la résistance ensuite, hein, va lui permettre d'avoir ses faux papiers complètement impeccables. Il ne lui reste plus qu'à aller à New York. Seulement, ça prend du temps parce qu'il faut passer par le visa de l'Espagne, le visa du Portugal. Ça prend 6 mois. Alors pendant ce temps-là, il va s'occuper. Il va rester dans le sud, dans la zone non occupée, comme dit le discours, hein, comme dit Charles de Gaulle à Jean Moulin, dans la zone non occupée directement.
Nous, on a toujours dit la zone libre. Il n'y a rien de libre. Moi, dans mes cours, je n'ai jamais dit la zone libre. Il y a une zone occupée, puis il y a une zone non occupée. Si on appelle ça la liberté, il faut... Hein? Bref, c'est pas parce qu'on est entre nous que ça se passe forcément bien. Hein? Et donc, la zone non occupée, alors il va sillonner le Midi, où il y a des groupes de résistance qui commencent à s'organiser. C'est là qu'il va rencontrer Henri Freinet, qui sera à l'origine du mouvement Combat, Emmanuel Dastier de la Vigerie, également, qui seront les deux éléments importants de la résistance, nouer des contacts, etc. Alors, ça ne se passe pas forcément totalement bien, parce que Jean Moulin, c'est l'homme de gauche, hein, c'est bien engagé, proche des communistes sûrement, et de l'autre côté, c'est la droite, et même la droite modèle Action française, hein, et qui, bon voilà, donc les rapports n'ont pas été tout à fait idylliques, et qui sait celui-là en plus, d'où il sort, d'où il vient, etc. Mais très vite, Jean Moulin se dit, non mais je ne vais pas aux États-Unis. Il aurait pu, et l'histoire s'arrêtait là. Il dit, non, non, je vais à Londres. Je vais à Londres parler au général de Gaulle. Ah bon? Ah, voilà une idée. Alors, bien sûr, de Gaulle, l'appel du 18 juin, les débuts de la France libre, etc., il en a entendu parler, mais c'est quand même tout à fait étonnant qu'entre l'amitié qu'il portait, puis, bon, plus confortable d'être résistant à New York quand même qu'à Londres, hein, et le choix d'aller à Londres, est conforme au personnage, mais en même temps, de Gaulle. Personne d'autre. Pour ça, je dis, si on n'a pas entendu parler l'un de l'autre avant, si, malgré tout ce que la gauche peut penser de mal sur cet homme qui veut l'armée de métier, c'est quand même assez étonnant. Alors, ça va lui prendre beaucoup de temps, et il va arriver à Londres seulement qu'en octobre 1941. Hein, et là, les Anglais mettent la main tout de suite dessus. Parce que c'est un préfet, hein, préfet de la République. Et les Anglais vont le garder 3 jours, 4 jours. Ils ne vont pas le lâcher pour pas qu'il aille rejoindre De Gaulle. Et c'est De Gaulle qui doit exiger de Churchill qu'il lui laisse recevoir Jean Moulin. Alors finalement, bon, la rencontre se fait. Ce qui est étonnant aussi, c'est l'acharnement de Gaulle à vouloir s'entretenir avec Jean Moulin. Et à mon avis, on ne peut pas simplement avoir entendu parler que du préfet de Chartres qui a fait une belle résistance, qui a été courageux, s'il n'y a pas autre chose. Alors ce qui est vrai, c'est que pour De Gaulle, qui est très figé institutionnellement, ça a une valeur que d'accueillir un préfet de la République, et ça a sûrement une valeur que d'accueillir le directeur de cabinet d'un ministre du Front populaire aussi. Et ce qu'on oublie, c'est qu'autour du général de Gaulle, il y a beaucoup de gens de gauche. Il y a des gens de droite, on dirait aujourd'hui d'extrême droite, car il y a eu une résistance première de gens de l'Action française. Daniel Cordier en est l'exemple d'ailleurs. Daniel Cordier, qui sera le secrétaire de Jean Moulin, à l'origine est à l'Action française, et bien d'autres. Et donc, mais il y a aussi des gens de gauche, dont le directeur de cabinet de Léon Blum, sans parler du professeur René Cassin, sans parler de bien d'autres. Donc, ça intéresse De Gaulle de parler avec Jean Moulin. Et moi, je vous le dis, une rencontre pareille, qui était improbable en temps de paix, formelle. Et là, c'est une rencontre exceptionnelle, quoi. Et je n'ai pas d'exemple dans la vie du général de Gaulle d'avoir eu des paroles de cette nature de la part du général de Gaulle à l'égard de Jean Moulin. Dans ses mémoires de guerre, je vous rappelle que c'est toujours bien de relire les bonnes œuvres au lieu d'avoir les commentaires des autres. Et il y a quelques pages qui disent tout de la part du général de Gaulle, ce qu'il en pense. Mais ce que l'on sait, c'est que les deux hommes vont se revoir plusieurs fois pendant tout le mois de décembre 1941, avant que Jean Moulin soit parachuté pour la première fois en France, dans les Alpilles, à côté de Saint-Andiol, le 1er janvier ou 2 janvier 1942. Mais rendez-vous compte, le général de Gaulle écrit « Jean Moulin est mon délégué personnel ». Personnel.
Il suffisait de dire c'est le délégué du comité national français qu'il a créé pour me représenter, etc. Non, c'est mon délégué personnel, il ne rend compte qu'à moi. Donc ce qui s'est passé à l'automne 1941, entre les deux hommes, malgré peut-être des réticences, surtout plus du côté de Jean Moulin, par rapport à l'idée qu'on se fait toujours à gauche d'un militaire, avec les a priori, ben c'est la rencontre où finalement on est d'accord sur tout. Non seulement on est d'accord sur tout, mais on a la même vision de ce que devra être la France dans le combat de la guerre, mais même aussi au-delà. Lorsque Jean Moulin rentre en France et qu'il rencontre des amis personnels, politiques, et notamment, j'ai retrouvé ce bouquin de Pierre Meunier, qui dit rien à personne, Pierre Meunier, qui a écrit donc Jean Moulin, mon ami, qui a été député communiste par après-guerre, qui a été maire d'Arnay-le-Duc, et qui, dans la Résistance, a été le secrétaire, un des secrétaires du CNR. Plutôt communiste, donc plutôt communisant. Pour Jean Moulin, c'est simple, il faut suivre De Gaulle, il rétablira la République. Il n'y a pas de doute, De Gaulle, c'est un républicain. Il n'a rien à voir avec les autres, tels qu'on peut les connaître, et donc, il ne veut pas dire qu'il est des nôtres, mais il y a un petit peu de ça quand même. Et donc, il faut suivre De Gaulle. Jean Moulin répète, il faut suivre De Gaulle, il rétablira la République. À partir de là, pour Jean Moulin, on vous l'a dit, unifier les mouvements de la résistance qui se sont constitués au Sud, oui, mais avec des gens qui ne peuvent pas vraiment supporter Jean Moulin. Ils veulent bien supporter De Gaulle, d'abord parce qu'il est loin, et ils veulent bien rester entre eux surtout, et entre eux, les choses sont assez compliquées et difficiles. Aujourd'hui, on présente la résistance comme si c'était quelque chose de mirifique, on est tous d'accord, on va tous résister, quoi. Rien du tout, à la française. Bien de chez nous, gaulois, querelleurs, se divisant pour perdre plutôt que de s'unir pour gagner. Voilà, toutes les qualités sont résumées. Donc, ils se détestent. Ils se détestent. Ils sont en compétition. Et le Parti communiste n'est pas encore entré dans la bande. Ça viendra en plus, après, ce qui donnera un autre motif par rapport au poids du militantisme communiste. Donc Jean Moulin va le faire, il va réussir à unifier tous les mouvements de la résistance dans le Sud. Et puis, effectivement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il faut trouver une couverture. La couverture, ça sera effectivement la galerie de tableaux, l'artiste peintre, parce que ça permet de se balader partout, puisqu'on va chercher des tableaux, puisqu'on va à droite, à gauche. Et donc, à un moment donné, pour Jean Moulin, avoir une galerie à Paris, à Montmartre, et puis sur la Côte d'Azur, alors, où c'est devenu compliqué parce que les Allemands ont envahi la zone sud en novembre 1942, donc ça commence à être plus compliqué qu'avec les Italiens, mais avec une amie IE à lui, sur lequel je ne m'attarderai pas sur les relations personnelles éventuelles, qui n'intéressent personne, donc il va louer une galerie à Nice, aux 22 terres de la rue de France, qui malheureusement s'appelle toujours la rue de France et qui aurait pu s'appeler la rue Jean Moulin, si Nice s'était vraiment intéressé à Jean Moulin. Vous chercherez quelque chose qui rappelle Jean Moulin à Nice, et puis vous me ferez signe. Il y a un truc, oui, il y a un truc. Enfin bon. Bon, voilà, la galerie Romanin, effectivement, avec un vernissage le 8 février 1943, avec le portrait du maréchal Pétain dedans, à l'intérieur, et Jean Moulin en personne, qui est là, qui accueille toutes les autorités du moment, etc., alors qu'il est lui-même en train de bâtir tous les réseaux que l'on connaîtra pour aboutir au Conseil national de la résistance. Cette galerie aura 6 mois d'existence, puisqu'à partir de juin, bien sûr, avec l'arrestation de Jean Moulin, il n'y a plus de raison d'avoir une galerie. La galerie à Paris également, qui lui permet de balader quand même. Alors imaginez quand même, dans la France occupée, ce qu'il faut avoir d'ingéniosité pour ne pas se faire remarquer. Alors une fois Max, une fois Rex, Joseph Mercier,
Ça, c'était le début, et puis voilà. Mais Jean Moulin a été chez nous. Il l'a été pour ses faux papiers au début, ici à Cagnes-sur-Mer, et il a été à Nice quand même, une galerie sous l'occupation, oser défier toutes les occupations. Je pense que c'est bien d'avoir fait un petit bouquin sur les talents et d'avoir mis l'artiste résistant, mais j'espère que pour le prochain anniversaire, dans la décennie prochaine, à Nice, on trouvera quelque chose à faire, parce que je n'ai pas vu qu'il s'était passé grand-chose sur Jean Moulin pour le 80e anniversaire. Et donc, il a été chez nous, donc il a sillonné, il a organisé les choses. Alors bon, on sait comment les choses vont finir. Sachez quand même qu'il va revenir à Londres une deuxième fois. C'est au début de l'année 43, justement, en février 43. Donc, il revoit De Gaulle. Donc, il y a eu deux rencontres. Une rencontre très importante, celle de octobre, novembre, décembre 41, et l'autre, plus courte, plus brève, jusqu'au 22 mars, il reste un petit mois à Londres. C'est là que De Gaulle, qui l'a fait compagnon de la Libération le 11 novembre 42, lui remet, comme le dit André Malraux, c'était terrible cette image quand André Malraux parle, qu'il raconte la scène de Gaulle avec Jean Moulin et d'avoir l'image de Gaulle au même moment. Que pense De Gaulle à ce moment-là, sur ce moment vécu, dont tout le monde dit que c'est un moment d'émotion invraisemblable. Et l'émotion chez De Gaulle, on ne peut pas dire que, à part pour sa petite fille, on l'ait vu se manifester. Or là, le témoignage du colonel Passy est clair. Et Jean Moulin le dit, et De Gaulle l'écrit dans ses mémoires de guerre aussi. Il parle de l'émotion suscitée. C'est pour ça que je dis le rapport entre De Gaulle et Jean Moulin, c'est plus fort de mon point de vue encore qu'avec Malraux, parce qu'on est dans la lutte, on est dans le combat, on est dans l'adversité, et moi je pense que vraiment les deux hommes sont au même niveau. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que deux hommes venus d'horizons totalement différents et notamment politiquement différents, ils se retrouvent en communion par rapport au pays, par rapport à la République et par rapport à son devenir aussi. Mais en même temps, De Gaulle le dit dans ses commentaires, il voit clair, il voit juste, il a le sens du raisonnement qui convient. Quand on vous dit ça de la part du général De Gaulle, et puis il en fait des pages, il y a pas, dans le premier tome, vous en avez 3-4 pages sur Jean Moulin, plus une pour la dernière, la remise de la Croix de la Libération au domicile du général De Gaulle. Vous savez, on a beaucoup dit par la suite, De Gaulle n'a reçu qu'un chef d'État chez lui, c'est Konrad Adenauer. Là, c'est pareil, la seule décoration qu'il a remise de compagnon de la Libération, ça s'est fait à son domicile. Ça s'est fait nulle part ailleurs. Et on a publié dans les lettres du général de Gaulle « Mes amitiés, cher ami, mon cher ami, mes amitiés » en 1942. Voilà. C'est pour ça que, imaginons que Jean Moulin ait vécu. Voilà. Quel rapport y aurait-il eu entre De Gaulle et Jean Moulin après la guerre? Soit ils se fâchaient, comme ça se fait souvent entre les hommes, soit au contraire, on avait quelque chose d'assez incroyable. Bon, Jean Moulin ne rêvait que d'être ministre des Beaux-Arts. Mais on a bien eu un ministre de la Culture avec Malraux. On aurait peut-être avoir vu plus. Sur l'image qu'on vous montrait tout à l'heure, il y avait aussi Georges Pompidou, qui était lui aussi dilettante, de gauche, etc., et qui lui dit « moi, j'ai rien fait. J'étais prof à Marseille et j'ai rien fait. » Et Jean Moulin est passé à Marseille. Donc il a trouvé Henri Freinet, mais Georges Pompidou, il n'a rien trouvé. Il dit, j'ai essayé, mais personne n'a répondu. Bon, on ne peut rien lui reprocher puisqu'il a l'honnêteté de le dire et de ne pas se bâtir une réputation que d'autres ont voulu faire après. Mais c'est pour vous dire à quoi tient le destin des hommes. Mais Georges Pompidou a vécu et il est devenu Premier ministre puis Président de la République. Donc on peut toujours extrapoler. Donc voilà, Jean Moulin sait qu'il va être dénoncé, trahi, il le dit au général de Gaulle. Et il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui disent des choses, et notamment ceux qui ne l'aiment pas à l'intérieur de la résistance. Voilà. Et ceux qui ne l'aiment pas, c'est surtout des gens dans le mouvement combat d'Henri Freinet. Henri Freinet qui, après la guerre, fera quand même un livre assez
assez sordide de mon point de vue, qui s'appelle L'énigme Jean Moulin, où il passe 140 pages à démontrer que c'est un communiste qui était prêt à trahir le pays. Bon, on l'a dit aussi du général de Gaulle d'ailleurs, ce sont les mêmes, généralement. Hein, on l'a écrit aussi. On peut fréquenter des gens en politique, les utiliser, s'en servir, mais ne pas forcément en être les pions ou la marionnette. Personne n'imagine qu'on puisse faire du général de Gaulle une marionnette. Et Jean Moulin n'avait pas la trempe à être lui-même une marionnette. Donc, lorsqu'il revient en France, il sait qu'il va risquer le pire, donc il faut précipiter le mouvement. En plus, les Alliés ayant débarqué en Afrique du Nord, les Américains essayent Darlan pour commencer, l'homme de Pétain. Je vous rappelle que les Américains ont toujours eu un ambassadeur à Vichy pendant la guerre, car Roosevelt ne supportait pas de Gaulle, mais supportait parfaitement Pétain. Donc d'abord, on fait avec Darlan, qui se trouvait par hasard à Alger pour voir son fils qui était malade, qui sera assassiné opportunément. Puis le général Giraud, qui s'est évadé et qui, dans la France de l'Afrique du Nord, maintient toute la législation antisémite de Vichy. Ne change rien. Et ce qui pose très vite un certain nombre de problèmes. Pour la résistance intérieure, Giraud, il ne faut pas en parler. Même si De Gaulle, ça peut se discuter, incontestablement, c'était lui le premier. Et c'était lui qui tient tête, et pour les communistes c'est important, qui tient tête aussi aux États-Unis. Et donc, De Gaulle demande à Jean Moulin de créer le CNR tout de suite et que le CNR lui fasse une motion de soutien dans les discussions qu'il va avoir à Casablanca, à l'hôtel Enfa, avec Giraud, avec Churchill, Eisenhower. Vous avez tous vu cette photo où tous les quatre sont ensemble, où on essaye de faire serrer la main de Gaulle à Giraud, et ça a du mal à serrer quand même, et puis on le refait parce que la photo n'était pas bonne, alors c'est encore plus difficile la deuxième fois. Hein, voilà. Donc, mais quand De Gaulle arrive à Enfa, il a le texte du CNR. Le CNR est créé par Jean Moulin le 27 mai. Il en est le président. Et le texte du CNR, qui inclut tous les mouvements de résistance du Nord et du Sud, plus les partis politiques et les syndicats. Or ça, c'est un schisme au sein de la résistance. Vous le savez sans doute. Les résistants, les mouvements de résistance ne voulaient pas du retour des partis, ne voulaient pas du retour des syndicats, car pour eux, c'était ceux qui avaient amené la France là où elle était arrivée en 1940. Et pourtant, et De Gaulle et Jean Moulin sont d'accord, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, pour dire non, on ne pourra pas faire la République sans les partis politiques et sans les syndicats. Il y a eu les fautes que l'on connaît, mais il y a à l'intérieur des hommes qui sont de qualité, donc on va les intégrer, et il vaut mieux, surtout pour De Gaulle, les avoir à l'intérieur que les avoir à l'extérieur non gérés. C'est vrai notamment du Parti communiste. Mais ça, pour Henri Freinet, pour Combat, pour Dastier de la Vigerie, c'est insupportable. Et lorsque le CNR est constitué, donc De Gaulle peut s'appuyer, il est nommé par la résistance comme le chef unique, incontestable, et ils n'en veulent pas d'autre que lui. Ça donne une force à De Gaulle qui lui permettra d'éliminer Giraud, de le laisser sur l'aspect purement militaire, et lui, de devenir le patron politique en attendant de créer le gouvernement provisoire à Alger de la République française, car c'est à Alger que le gouvernement sera créé. Mais en tout cas, ce qu'a fait Jean Moulin, en toute fidélité à De Gaulle, alors que les mouvements de résistance détestent Jean Moulin. D'ailleurs, la réunion de Caluire, qui se termine, comme l'on sait, le 21 juin, le lendemain de l'anniversaire de Jean Moulin, qui a 44 ans ce jour-là, le lendemain, le 21 juin, à Caluire, à Lyon, Dastier de la Vigerie n'est pas là, Pierre de Bénouville, qui fait partie des résistants venus de l'Action française, n'est pas là. Henri Freinet est à Londres pour demander la démission de Jean Moulin à De Gaulle. C'est qu'on s'aime dans la résistance. Et ils ne sont donc pas à Caluire. Ils ne peuvent donc pas se faire arrêter. Ça tombe bien quand même. Parce qu'il y a quand même quelqu'un de Combat qui est sur place et qui n'aurait pas dû y être.
René Hardy, pas Oliver, hein, suivez bien. René Hardy, personne qu'on connaît, les spécialistes un peu, il est dans le réseau rail, courageux. Il s'est fait arrêter par les Allemands, par la Gestapo à Lyon, par Klaus Barbie. Ils l'ont relâché. C'est beau quand même. Ça prouve que l'homme est diplomate, ou en tout cas convaincant, puisqu'il peut ressortir en étant libre. Il ne doit pas être à Caluire. Il est à Caluire. Et à Caluire, comme dit Malraux, la Gestapo est là aussi. Pour tous les résistants qui sont proches de Jean Moulin, à commencer par sa sœur, ça ne fait aucun doute. René Hardy a trahi Jean Moulin. Est-ce qu'il l'a fait de sa pleine initiative ou instrumentalisé par d'autres dans les réseaux? Personne ne pourra le dire. Déjà, c'est contesté puisqu'il a été 2 fois jugé et 2 fois acquitté. Mais acquitté sur des procédures de forme et non pas sur le fond. Et puis on n'avait peut-être pas trop intérêt après-guerre de remuer les choses qui ne devaient pas être remuées non plus. Donc il y a échappé en 1947, il y a échappé en 1950. Mais chaque fois qu'il a été interviewé par la suite, la façon dont il parle de Jean Moulin, c'est une exécration. Parce que pour ces résistants-là, De Gaulle, Jean Moulin, c'est l'homme des communistes. C'est l'homme qui fait le lit des communistes, c'est l'homme qui va livrer la France aux communistes et donc à l'Union soviétique. Ils peuvent avoir des raisons de le croire, peut-être. Sur ce que l'on sait, on n'imagine pas un seul instant que De Gaulle ait pu créer un lien aussi fort avec Jean Moulin, si c'était le cas. Il n'en parlerait pas de cette manière et il n'en aurait pas donné tous les éléments. D'ailleurs, la préface qu'il y a dans ce livre, signé du général de Gaulle, en 1946, je vous l'ai dit quand même, Max, pur et bon compagnon de ceux qui n'avaient foi qu'en la France, a su mourir héroïquement pour elle. Le rôle capital qu'il a joué dans notre combat ne sera jamais raconté par lui-même. Mais ce n'est pas sans émotion, De Gaulle qui parle d'émotion, encore une fois, qu'on lira le journal que Jean Moulin écrivit à propos des événements qui l'amenèrent, dès 1940, à dire non à l'ennemi. La force de caractère, la clairvoyance et l'énergie qu'il montra en cette occasion ne se démentirent jamais. Que son nom demeure vivant comme son œuvre demeure vivante. Charles de Gaulle, 1er juin 1946. Eh bien, j'y rajouterai le transfert des cendres, bien sûr, au Panthéon. Si De Gaulle ne l'avait pas voulu, il n'y a personne qui lui aurait permis de le faire. Voilà. Donc je ne crois absolument pas à cette fable, qui ait eu des sympathies et puis des fraternités de combat. Bien évidemment, qui pourra mettre en cause le courage d'un grand nombre de partisans communistes, au même titre que d'autres, mais bon, voilà, c'est une chose que la politique à Moscou, la politique de Maurice Thorez, réfugié courageusement en déserteur dès octobre 1939, mais faire ce procès d'intention, surtout après coup, je ne vois pas l'intérêt de mutiler le personnage héroïque qu'il est. Donc voilà, Jean Moulin, bien sûr, est arrêté chez le docteur Dugoujon pour cette réunion, mais les Allemands ne savent pas encore qu'il est Jean Moulin quand ils l'arrêtent. On leur a dit, mais ils ne savent pas lequel, qui c'est. Et c'est parce que l'un des membres de cette réunion va parler, lui, sous la torture, que les Allemands vont découvrir qui il est. À partir de ce moment-là, comme dira sa sœur, il va subir une éternité de souffrance. Quelle belle formule, une éternité de souffrance. Parce que le 25 juin, ils l'ont reconnu et ils le laissent dans un wagon à destination de l'Est en captivité le 8 juillet. C'est long, du 25 juin au 8 juillet. Et il est dans un état tel, alors ils ont dit qu'il était mort d'un arrêt cardiaque. Ah ben oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'on meurt toujours d'avoir oublié de respirer. Mais dans quel état? Et ceux qui ont été ses compagnons l'ont vu dans quel état il était. Ce qui est raconté par Malraux, qu'effectivement, devant Barbie, où il ne peut plus, il a été édenté, les ongles arrachés, les os broyés, il ne peut plus rien.
Et à un moment donné, il fait signe à son tortionnaire, effectivement, c'est raconté par un de ceux qui ont été par la suite, qui ont pu s'en sortir, et qu'il n'avait reconnu dans la geôle que par la trace de ce qu'il avait là, la cicatrice. Parce que sur le plan de son visage, c'était impossible de le reconnaître. Hein, il n'y avait que la cicatrice qui permettait de dire « Ah oui, ça doit être Jean Moulin ». Et donc, effectivement, il prend un papier et avec des doigts mutilés, il refait encore la caricature de Klaus Barbie, cette crapule qui a fini ses jours paisiblement dans nos geôles à nous, bien heureux encore qu'on l'ait récupéré, et qui a toujours dit « Mais non, puis c'était la guerre », alors que tout le monde sait que c'était un sauvage, un barbare, et qui était bien heureux d'être arrêté dans la démocratie française où la peine de mort n'existe plus, parce que lui, il n'a pas eu d'état d'âme. Et moi, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, mais enfin, je n'ai pas du tout de considération, de pitié pour les gens responsables de leurs actes. Puisque c'était la guerre, camarades, ben, il faut appliquer les règles de la guerre. D'ailleurs, à Nuremberg, on ne s'est pas privé. Hein, on a fait passer à la trappe tous ceux qui avaient des responsabilités énormes. Donc, bon, nous, il a pu être entretenu par l'argent du contribuable encore un certain temps. Il a eu la bonne idée de ne pas trop persister là-dedans. Mais ce qu'il a fait subir à Jean Moulin, enfin lui, c'est l'ignominie complète. Et de l'autre côté, l'homme ne parle pas. Et comme le dit Malraux, s'il parlait, c'est toute la résistance qui est mise à mal, quoi, parce qu'on est à moins d'un an du débarquement en 1944, on sait le rôle important qu'a joué la résistance, c'est sa coordination, sa force, ça a été vraiment une division supplémentaire. Si Jean Moulin avait parlé, tout était à bas. Donc c'est à ce titre que Jean Moulin est quelqu'un d'exceptionnel. Hein, il est exceptionnel parce que dans sa vie, dans temps de paix, rien ne le distingue vraiment des autres. Il aime la vie, la belle vie, la vie agréable, c'est un jouisseur. En même temps, dans ce qu'il fait, il le fait toujours avec rigueur. Il le fait toujours de manière très professionnelle. Il ne mélange pas le dilettantisme personnel avec la rigueur qu'exige la fonction. Et il est imprégné de ce qu'il représente. Et moi, c'est ce qui me désole aujourd'hui dans la politique. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, qui m'a rapporté il n'y a pas longtemps, il m'a dit « Ah ben le maire, pour qui il se prend ?» Et je lui ai répondu « Je me prends pour ce que je suis. » D'accord ? Parce que je suis maire, effectivement. Dans mes fonctions, je me prends pour ce que je suis. Après, dans la vie normale, je ne suis pas ce que vous croyez. Mais je me prends parce que je me dois de tenir mon rang. Ouais. Et ça, c'est une idée qu'on n'a plus tellement. Alors, vous avez les mecs qui font les rigolos, je te tape dans le dos, je te tripote, et ça. Non, non, on n'est pas. Non, 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 garde ta distance, tiens ton rang. Et ça, Jean Moulin, à l'époque, c'était plus facile, parce que c'était comme ça qu'on était éduqués, hein, savait parfaitement tenir son rang. Et donc, la rencontre improbable, bah écoutez, en fait, si on creuse bien et si on regarde bien, tout était fait pour que les deux hommes se rencontrent, pour que les deux hommes ne fassent plus qu'un, et surtout pour nous, Français, pour nous donner notre liberté, retrouver notre honneur et les vertus de la République, grâce à ces deux hommes. Et sans ces deux hommes, l'histoire en aurait été totalement changée. Il y aurait eu une libération, il y aurait eu pas de problème. Mais ça n'aurait pas été la même. On sait qu'avec De Gaulle, ça nous permet d'être le 5e grand à l'ONU, d'être au Conseil de sécurité. La France est reconnue comme telle, elle signe la capitulation et ça vous donne un jour de congé le 8 mai. Parce que nous sommes à la table des vainqueurs, alors que le même homme nous avait fait signer la reddition. Voilà. Et puis, du côté de Jean Moulin, c'est le soutien à De Gaulle inconditionnel d'un homme pour un autre, au nom, j'allais dire, de ce qu'ils partageaient en commun, une certaine idée de la France et une certaine idée de la République. Je vous remercie. Je suis heureux, j'ai été plus long à d'autres fois, donc je suis dans les limites acceptables pour qu'on puisse prendre un apéritif. Maintenant, si quelqu'un voulait vraiment poser une question, je ne veux pas l'empêcher, mais comme il est déjà tard, je ne suis pas certain que vous ayez vraiment envie qu'on en rajoute. Et puis, on pourra peut-être discuter tout à l'heure
à côté. Donc, merci d'avoir été attentif. J'espère avoir apporté un éclairage un petit peu original. Vous pouvez par mail m'envoyer des commentaires par la suite, puisqu'aujourd'hui, grâce à Internet, c'est possible, hein, au cabinet à Villeneuve-Loubet ou ceux qui ont mon mail. Et puis, je vous souhaite un bon apéritif ce soir et de bonnes fêtes de Pentecôte, puisque ça se dit encore.